Donc, je vais vous présenter effectivement une étude, qui est la première étude randomisée contrôlée, qui a examiné le sevrage de corticoïdes chez des patients avec polyarthrite rhumatoïde. Pour commencer, il faut dire que l'histoire des corticoïdes remonte à peu près à 70 ans, avec l'isolation de ce qu'on appelait le compound E, qui est en fait le cortisol, par deux chimistes réputés, dont un Suisse, Dr. Reichstein, et le Dr. Calvin Kendall, qui ont isolé le cortisol. Et ensuite, ça a été administré par un rhumatologue, le Dr. Philippe Hensch, à la Mayo Clinic, avec un effet spectaculaire. Cet effet était tellement spectaculaire qu'on a parlé de la période avant la cortisone et la période après la cortisone. Et cet effet était tellement spectaculaire que ces trois personnes ont été récompensées par le prix Nobel 2 ans après l'administration du cortisol chez une patiente avec polyarthrite rhumatoïde. Très rapidement, toutefois, il y a eu, après le miracle, il y a eu effectivement les problèmes. Et puis, vous connaissez tous les problèmes liés à l'utilisation chronique de corticoïdes, les effets métaboliques. Mais je voudrais tirer votre attention sur 2 points qui sont importants. D'une part, il y a une augmentation du risque infectieux qui est notable et qui est parfois même plus important qu'avec des médicaments biologiques, puisqu'on parlait tout à l'heure des traitements monoclonaux. Et puis, d'autre part, il y a une augmentation du risque cardiovasculaire qui est importante et avec un effet dose-réponse. Et il n'y a pas une dose qui est vraiment safe. Donc, tout ça amène au fait que l'on considère aujourd'hui les corticoïdes pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde comme un traitement de pont. Ça veut dire en attendant qu'il y ait un traitement immunomodulateur qui soit efficace, et le plus souvent, on propose d'utiliser la dose la plus faible possible et le moins longtemps possible. Mais force est de constater que ce n'est pas comme ça que ça se passe, et que dans la vraie vie, il y a de nombreux patients qui sont sous corticoïdes de manière chronique. D'où cette étude à laquelle on a eu la chance de participer, et qui est une étude qui était sponsorisée par Roche. L'idée était donc de voir dans 2 groupes randomisés, d'une part, des patients chez qui on va baisser le corticoïde jusqu'à 0, et d'autres qui vont continuer leur dosage de corticoïdes à 5 mg par jour. Donc, les buts de l'étude, c'était d'une part de comparer l'efficacité de maintien de la prednisone à 5 mg par jour vis-à-vis de la réduction, et d'autre part de voir si la réduction était associée ou l'arrêt des corticoïdes était associé à des complications, notamment une insuffisance surrénalienne. Alors, le profil de l'étude, c'était essentiellement des patients traités par du tocilizumab, qui est un anticorps monoclonal qui vise le récepteur de l'interleukine 6, c'est un traitement reconnu de la polyarthrite rhumatoïde. Donc, d'une part, il y avait des patients qui avaient déjà ce traitement et qui étaient stables avec un état de la maladie, de l'activité de la maladie qui était faible, en utilisant un index composite qu'on appelle le DAS, et qui avait 5 mg de prednisone. Puis d'autre part, il y avait un autre groupe qui était des patients qui n'avaient jamais eu de tocilizumab, qui commençaient leur tocilizumab, il y avait une période de run-in d'environ 6 mois, et donc ensuite, ces patients-là devaient correspondre aux mêmes critères, c'est-à-dire qu'ils devaient avoir une faible activité de la maladie et être sous 5 mg de prednisone, plus leur traitement de tocilizumab. Ces 2 groupes donc, ont été randomisés. Certains ont continué leur dosage 5 mg et d'autres ont diminué d'1 mg tous les mois pour arriver à 0. Donc, le profil des patients, vous voyez que c'est des patients qui ont environ 50 ans, une majorité de femmes, comme c'est connu pour cette maladie, une longue durée de la maladie d'environ 9 ans dans les 2 groupes. Et puis, j'attire votre attention ici sur ce DAS, c'est un index composite qu'on utilise pour le suivi des patients avec polyarthrite rhumatoïde. 1,9, ça veut dire que les patients ont une très faible activité de la maladie. L'activité de la maladie varie entre 1 et 9. Quand on est au-dessus de 5, on dit qu'on a une maladie très active. Quand on est en dessous de 2,6, on a une maladie qui est très peu active. Donc, la plupart de ces patients ont reçu le traitement de tocilizumab en combinaison avec du méthotrexate ou avec un autre médicament, comme vous voyez ici. Et puis, sinon, ils avaient donc évidemment le traitement de prednisone au départ.
Alors, le résultat, ce que l'on voit, c'est que si on continue à examiner l'activité de la maladie en fonction de ce score DAS, on voit que ceux qui ont arrêté le traitement de corticoïdes ont eu une discrète augmentation de leur taux DAS de 0,53, et ceux qui sont restés sous ce traitement n'ont pratiquement pas bougé. La différence entre les deux est de 0,61, ce qui est statistiquement significatif. Alors la question qui vient tout de suite, c'est est-ce que c'est cliniquement relevant? Alors la réponse est faiblement cliniquement relevant, puisqu'on dit qu'à partir de 0,6, on peut dire que ça devient cliniquement relevant. Donc on voit que c'est à la limite de la significativité clinique, mais qui a une significativité en tout cas statistique. En ce qui concerne les poussées donc, qui ont été observées chez ces patients, qui étaient définis notamment par une augmentation du DAS de plus de 0,6, vous voyez que la plupart des poussées dans le groupe qui a arrêté la prénisone sont survenues plutôt vers la fin de l'essai thérapeutique, alors que pour les autres, les poussées étaient moindres en nombre, mais étaient plus étalées sans vraiment une différence entre le début et la fin de l'essai thérapeutique. L'autre point important, c'est finalement si on regarde les patients qui peuvent toujours être considérés comme étant traités avec succès, c'est-à-dire ne faisant pas de poussée et étant restés avec une activité de la maladie qui est stable, on voit que ceci apparaît dans 2/3 des cas chez les patients qui ont arrêté la prénisone et dans 3/4 des cas chez les patients qui ont continué la prénisone. Donc ça dépend comment on voit le verre, si on est vide ou s'il est plein, mais on peut se dire que chez les patients qui arrêtent la prénisone, il y en a 2/3 chez qui la maladie continue à être stable et sous contrôle. Les problèmes, pas de différence en ce qui concerne différents effets secondaires dans les deux groupes. Et puis en ce qui concerne les cas symptomatiques d'insuffisance surrénalienne, il n'y en avait pas dans les deux groupes. Alors les conclusions, c'est que dans le fond, le fait de continuer des corticoïdes est supérieur en ce qui concerne le maintien du contrôle de la maladie en prenant un score composite DAS, avec une différence qui est statistiquement significative mais cliniquement faible entre les deux groupes. La bonne nouvelle, c'est que chez les patients qui ont arrêté la prénisone, il y en a 2/3 pour lesquels la maladie était toujours bien contrôlée et qu'ils avaient une faible activité de la maladie, et puis pas de problème de sécurité. Donc en creux, ça veut dire que finalement, dès que l'on peut, ça vaut la peine d'essayer d'arrêter le traitement par corticoïdes. Alors, les limites, c'est une étude qui était sponsorisée par Roche, comme je vous l'ai dit, avec un médicament, un mode d'action, un biologique qui tapait sur l'interleukine 6. Le setting était évidemment artificiel, puisqu'on diminue chaque mois d'1 milligramme. On sait qu'on doit parfois adapter la diminution des corticoïdes, ce n'est pas le cas ici. L'absence de follow-up après l'étude, c'est-à-dire qu'on sait ce qui s'est passé au 6e mois, mais est-ce que ceux qui ont arrêté les corticoïdes après 3 mois ou 4 mois ont commencé à faire un peu plus de poussée, une maladie moins contrôlée? Et puis, malheureusement, pas d'informations sur la durée de la corticothérapie avant l'entrée dans l'étude. Il est fortement probable que ceux qui ont une corticothérapie de long terme sont plus difficiles à sevrer que les autres. Alors, pour essayer de répondre à un certain nombre de ces questions, nous avons réalisé une étude observationnelle, nous avons utilisé différents registres. Axel Fink dirigeait un consortium de registres internationaux et moi un autre registre international. On a poolé les choses et on avait 17 000 patients avec polyarthrite rhumatoïde, dont 12 000 sous anti-TNF, 2 000 sous tocilizumab et un peu plus de 3 000 sous abatacept. Abatacept, c'est un traitement qui bloque l'activation des lymphocytes T. Donc vous voyez que, de nouveau, les caractéristiques des patients, l'âge c'est à peu près le même que tout à l'heure, aussi une majorité de femmes, et vous voyez aussi une longue durée de la maladie. Vous voyez que la plupart, chez ces patients, utilisaient des corticoïdes. On avait donc sélectionné des patients pour lesquels on avait une information claire sur l'utilisation de corticoïdes.
En ce qui concerne les courbes de survie du traitement par corticoïdes, vous voyez deux choses qui sont particulièrement intéressantes. Vous voyez les courbes d'ici pour l'abatacept en rouge, pour l'anti-TNF en vert et pour le tocilizumab en bleu. Ce que vous voyez, c'est que finalement, l'arrêt de corticoïdes prend beaucoup de temps dans la vraie vie. On voit que chez 50%, on arrive à un arrêt des corticoïdes après environ 3 à 4 ans. Donc, on est dans un setting qui est très différent de celui de l'étude. L'autre chose, vous voyez des traits fins rouges, des traits fins bleus ou des traits fins verts, et ces traits fins représentent les différents registres qui représentent les différents pays. Et ce que vous voyez, si vous prenez par exemple les courbes rouges, vous voyez qu'il y a d'immenses différences entre les différents registres, entre les différentes habitudes dans les pays. L'autre chose que nous avons faite, évidemment, c'était de savoir si ces différents traitements biologiques avaient la même puissance qui permettait d'avoir une épargne de corticoïdes. On a fait une analyse régression multivariée en prenant en compte les différents éléments confondants que vous avez en bas de la slide. Et vous voyez qu'en tout cas, en ce qui concerne le tocilizumab, si c'est non ajusté ou ajusté, on a pratiquement la même efficacité qu'avec les anti-TNF pour le sevrage de corticoïdes. En ce qui concerne l'abatacept, c'est un petit peu moins bon, mais quand on ajuste, on n'a pas de différence significative avec les anti-TNF. L'autre question par rapport à l'étude clinique, c'était de savoir finalement si on suit ces patients, comment ils évoluent après l'arrêt des corticoïdes. Et vous voyez que l'on prenne les anti-TNF, le tocilizumab ou l'abatacept, on voit que dans la plupart des cas, soit il n'y a pas de changement, soit les patients continuent à s'améliorer. Une minorité de patients ont une détérioration de leur polyarthrite après l'arrêt des corticoïdes. Donc, on peut dire que le temps, en ce qui concerne l'arrêt des traitements corticoïdes, varie énormément d'un pays à l'autre, mais est en tout cas beaucoup plus lent que ce qu'on a comme recommandation internationale, qu'il n'y a pas de différence entre les différents biologiques dans la vraie vie, et que l'activité de la maladie reste stable malgré l'arrêt des corticoïdes chez une majorité des patients. Voilà ce que je voulais vous présenter ce matin. Je vous remercie de votre attention.